Bonsoir à tous, mardi 11 décembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Un mardi noir dans les lycées, le syndicat UNEL appelait à une journée de mobilisation contre la réforme du baccalauréat et de Parcoursup. Plusieurs établissements ont été bloqués dans les Yvelines. Certaines mobilisations ont dégénéré avec des heurts entre jeunes et forces de l'ordre qui ont procédé à 14 interpellations ce mardi. Ils ne sont pas satisfaits des annonces du président de la République faites hier. Les gilets jaunes de Coignères continuent leur mouvement devant le dépôt des carburants. Et depuis 4 jours, ils sont mobilisés sur place pour effectuer des barrages filtrants et ne comptent pas décamper. Enfin, les salariés du plateau de Satori à Versailles vont pouvoir bénéficier des services de navettes autonomes. Elles ont été inaugurées hier. Ces véhicules innovants développés par VDCom roulent à 15 km/h et circulent grâce à une antenne GPS reliée à 16 satellites, une première en France. Et puis nous dresserons un premier bilan du Téléthon sur le secteur Est des Yvelines avec son coordinateur Daniel Bazan. La colère lycéenne s'est encore exprimée aujourd'hui. Le syndicat UNEL appelait à une journée noire, un mardi noir, une journée de mobilisation contre Parcoursup, le service national universel et la réforme du baccalauréat. Plusieurs blocages dans les établissements à signaler dans les Yvelines et plusieurs débordements. Sur ces images à Poissy, au lycée Charles de Gaulle, où l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire, les policiers ont essuyé des jets de projectiles. Une bouteille d'acide a été également lancée. À Versailles, des lycéens de Jules Ferry ont manifesté dans les rues et ont allumé un feu de rue Royale. 14 interpellations ont été effectuées ce matin dans les Yvelines, à Poissy, au lycée Descartes de Montigny-les-Bretonneux et à la plaine de Naufle à Trappes. Le lycée de la plaine de Naufle, le blocus d'hier a réuni une centaine de jeunes et ce blocus a dégénéré. Un grand feu de poubelle a été allumé devant les grilles de l'établissement. Ce matin, les stigmates de la veille sont encore visibles. Une nouvelle mobilisation s'est déroulée sur place, réunissant moins de personnes. Une lycéenne a accepté de témoigner à visage caché. Elle dénonce certaines violences policières. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude et de Mickaël Elmidoro. Malgré tout ce qui s'est passé, les policiers n'avaient pas le droit de nous tirer dessus au flashball. Je tiens à préciser qu'ils ont vraiment tiré, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ils ont tiré. Ils ont visé des gens. Moi, il y a un policier qui m'a lancé un fumigène dessus. Et il a fait exprès, il m'a regardé, il y avait personne autour de moi, il m'a lancé un fumigène dessus. On était en tort un petit peu, parce que, étant donné les événements, oui, c'est normal. Mais non, on nous tire dessus, on nous lance des fumigènes, on nous parle mal. Et avec moi en plateau, Julien Lecam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale des Yvelines. Une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, cette lycéenne de Trappes dénonce des violences policières sur ce mouvement des lycéens. Qu'avez-vous à répondre? On voit dans son intervention qu'elle dit qu'elle s'estime déjà un peu coupable. Donc il faut savoir que moi, mes collègues, face à des violences urbaines, parce qu'on peut qualifier ça de violences urbaines, quand mes collègues font face à des jets de pierre, des jets de cocktails Molotov ou parfois des jets de bouteilles d'acide, évidemment que mes collègues répliquent avec l'usage de moyens lacrymogènes. Voilà. 14 interpellations aujourd'hui dans les Yvelines, de nombreux heurts entre les lycéens et les forces de l'ordre, avec parfois des faits violents. Vous avez parlé de ce jet de bouteilles d'acide. Il y a même 2 policiers municipaux qui ont été blessés hier à Sartrouville. Oui. Le climat actuel, il est très tendu dans les Yvelines. Il est très tendu. Effectivement, ça fait un peu plus d'une semaine que les forces de police sont mobilisées tous les jours sur des rassemblements lycéens casseurs, parce que nous, on assimile plutôt certains groupes à des casseurs. Il faut bien faire la part des choses entre les lycéens qui ont certaines revendications et des individus qui viennent et qui profitent de ces rassemblements pour venir casser, brûler des véhicules et attaquer les forces de l'ordre. Est-ce que ces effectifs de police pour faire face à ces nombreux blocages sont suffisants ? Alors ils font face avec beaucoup de courage. Il faut savoir qu'ils font avec les moyens qu'on leur donne. Je prends exemple de notre compagnie d'intervention et de sécurisation du département, l'USI, qui est composée que d'une 50aine de fonctionnaires. Quand ils étaient quasiment 150, il y a une quinzaine d'années. Donc il faut savoir que malheureusement sur le département, il y a une baisse des effectifs de police de manière globale. Tous les services sont touchés et c'est là que nous, notre syndicat, le syndicat Alliance, s'inquiète beaucoup. Mais je tenais, et je profitais d'ailleurs de ce passage sur le plateau, pour féliciter mes collègues qui font un travail remarquable depuis quasiment 8 jours sur le département. Alors dans ce moment des lycéens, il y a eu forcément cette polémique à Mantes-la-Jolie, une vidéo qui a choqué. On y voit l'interpellation de 150 jeunes quasiment en marge d'une action devant le lycée Jean Rostand. On y voit les lycéens agenouillés et les mains derrière la tête. Alors
Des milliers de lycéens en France qui ont manifesté aujourd'hui, ont reproduit la scène en solidarité à leurs camarades. Vous comprenez que cette scène ait pu choquer, cette vidéo ait pu choquer? Non, en fait, si vous voulez, on voit que déjà, il n'y a pas eu de blessés parmi les lycéens, aucun blessé parmi les forces de l'ordre. L'interpellation, comme on le voit, se déroule dans le calme. Donc, effectivement, face, on va dire, à ce nombre exceptionnel d'interpellés, vous prenez des dispositions, on va dire, inhabituelles. Effectivement, face à des individus qui étaient armés quelques instants avant, il faut le savoir qu'ils sont attaqués aux forces de l'ordre, et il était nécessaire d'avoir en visu les mains des individus et effectivement d'éviter la fuite. Donc, mes collègues ont estimé que cette position, pour un groupe de 150 personnes, était la meilleure. Donc c'est une réaction tout à fait proportionnée, vu les circonstances, vu le contexte. Exactement. Il faut savoir que ça faisait 3 jours que mes collègues subissaient de véritables attaques de bandes armées. Il faut savoir que ces individus étaient, pour certains, armés. Donc pour s'assurer que ces collègues, que ces interpellés n'étaient plus dangereux, il fallait avoir en visu les mains. Alors vous n'intervenez pas face à un groupe de 150 comme vous intervenez face à un groupe de 3. Là, entre autres, c'était la meilleure des choses à faire. Oui. Alors les policiers qui font face à une colère aussi plus globale, pas que celle des lycéens en ce moment dans le pays, avec ce mouvement aussi des gilets jaunes. On a vu des images d'affrontements à Paris, également dans toute la France. L'état du moral des forces de l'ordre. Alors il faut savoir que ça va faire maintenant plus de 3 ans que les forces de l'ordre sont mobilisées, depuis malheureusement les attentats de janvier 2015. On a eu des périodes successives d'état d'urgence qui en fait a restreint mes collègues au niveau des congés. Il faut savoir que la superposition des missions fatigue mes collègues et en fait ce qui est surprenant, c'est que vous avez d'un côté une augmentation des actes terroristes et des actes de violence urbaine, et d'un autre côté vous avez une baisse des effectifs et des moyens alloués pour le maintien de l'ordre. Donc oui, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a clairement un manque de moyens. Exactement. Quand on voit sur le département, on a des problèmes de véhicules qui sont inadaptés pour les missions. Quand je vois les brigades anticriminalité du département qui ont des véhicules qui ne sont pas adaptés pour recevoir le poids de leur équipement. Donc vous avez des véhicules qui sont inadaptés, un manque de véhicules pour les services d'investigation, parce que derrière les 150 interpellés que vous avez à Mantes-la-Jolie, vous avez 150 procédures qui suivent. Et il y a un travail qui est fait par mes collègues procéduriers, qui a été remarquable d'ailleurs, et qui eux également manquent de moyens. Une dernière question. Votre syndicat au niveau national avait appelé début décembre à l'instauration de l'état d'urgence pour répondre au climat de violence actuel. C'est un état d'urgence qui a été appelé notamment pour répondre à la menace terroriste, mise en place d'un couvre-feu, renfort de l'armée. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Alors, il y a 3 côtés positifs quand vous êtes en état d'urgence. Vous avez la restriction de périmètre de sécurité, vous avez les perquisitions administratives et vous avez les assignations à résidence. Donc là, ce qui permet de neutraliser d'éventuels casseurs et de les astreindre de rester chez eux. Il faut savoir que nous, on demande une assistance de l'armée. Ça, c'est plus au niveau de Paris et de notre département pour justement prendre ce qu'on appelle chez nous les gardes statiques, pour justement recentrer les policiers au cœur de leur métier. Moi, mes collègues qui font du maintien de l'ordre et qui sont astreints à garder des domiciles de personnes politiques, cette mission peut être faite par des personnels armés de l'armée. Et voilà, ce qui permettrait de gagner en effectif et en opérationnalité. Merci Julien Lecam d'avoir été avec nous. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale dans les Yvelines. Sur ce sujet des gilets jaunes dont on parlait d'ailleurs, 4e jour de mobilisation avec un barrage filtrant devant le dépôt des carburants à Coignères. Ils se sont organisés pour poursuivre leur manifestation quotidienne. Et après les annonces du président de la République, ces Yvelinois en attendent plus de la part du gouvernement. Le reportage sur place de Nicolas Dandry. Un village de gilets jaunes à l'entrée de la zone industrielle des Marais à Coignères. Des citoyens avec des situations sociales différentes, tous mobilisés contre la politique du gouvernement. Nous, on commence à prendre racine. Il y a une chose qui a apporté ce mouvement et indirectement le président, c'est une solidarité. Il a réussi à rassembler quand même pas mal de monde et on commence à se créer une petite famille de gilets jaunes et de ceux qui le soutiennent. À travers un barrage filtrant, les gilets jaunes s'organisent pour faire vivre leur mobilisation. Ce matin, des élus de Coignères sont venus leur rendre visite après l'installation d'une benne à ordures par les services municipaux. Pour voir quels sont les besoins, faire en sorte avant tout que ça se passe bien, aussi bien pour eux que pour les automobilistes qui passent.
s'il y a une volonté de donner la parole aux Français, aux citoyens, par l'intermédiaire des mairies, on le fera. Enfin, ça me paraît une évidence. Augmentation de 100 € du SMIC, prime d'activité comprise, défiscalisation des heures supplémentaires ou suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron est jugées insuffisantes. Beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées m'ont bien fait comprendre que voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste vivre. J'ai entendu, c'est un premier pas qui est intéressant. Maintenant, il y a tellement de choses qui n'ont pas été abordées qu'au final, en fait, c'est du vent. Je le prends comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur une intervention médicale et qu'il y a une hémorragie, on ne met pas un pansement, on sort les gros moyens et on sauve la personne. Ces gilets jaunes ont prévenu, ils sont prêts à passer les fêtes ici en famille à l'entrée de la zone industrielle des Marais de Coignières. Et les annonces d'Emmanuel Macron ont fait réagir également la classe politique yvelinoise. En première ligne, ces élus qui ont rencontré le président de la République à l'Élysée ce vendredi. Carl Olive, maire LR de Poissy, appelle notamment à la fin du mouvement des Gilets jaunes. À plaisir, Joséphine Coleman-Berger salue la décision d'Emmanuel Macron de vouloir travailler avec les maires. C'était l'une des revendications avancées par ces élus vendredi. La sénatrice Les Républicains des Yvelines, Sophie Primas, elle se satisfait du retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, une mesure mise en œuvre sous Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président. Enfin, à gauche, Benoît Hamon trouve ces mesures annoncées insuffisantes et notamment sur la jeunesse. On vous parlait tout à l'heure des lycées, une colère qui s'exprime également chez les professeurs du lycée du Mont-d'Urville à Morpas. Hier, près de 80% d'entre eux étaient en grève. Ils dénoncent le manque de moyens et la dégradation progressive du climat scolaire. Le 28 novembre dernier, le proviseur de l'établissement était agressé par un élève. Ces enseignants demandent la création d'un poste de CPE et de 2 postes d'assistants d'éducation. C'est une première en France. Les salariés du plateau de Satory vont pouvoir se déplacer en navettes autonomes dotées de perception étendue et développées par VDCOM. Elles étaient inaugurées lundi. Marilène Pichino. Elles s'appellent Framboise et Litchi et elles avancent toutes seules. L'Institut VDCOM a développé ces navettes autonomes pour étoffer l'offre de transport et permettre aux travailleurs du plateau de Satory d'effectuer le kilomètre manquant entre le dernier arrêt de bus et le plateau. On va vraiment aller très rapidement sur un usage quotidien de cette mobilité, comme un service de transport aujourd'hui, tout à fait comparable. Quand vous prenez le bus, quand vous prenez le métro, ce sera la même qualité de service, la même régularité qui sera offerte. Pour ses débuts, sa vitesse est limitée à 15 km/h. Elle est reliée à 16 satellites via son antenne GPS et comprend 8 capteurs appelés lidar pour détecter le moindre danger. 2 lidars sur le toit qui permettent de détecter les bâtiments. On va avoir un lidar 3D ici, un de chaque côté bien entendu, voilà, qui permettent de voir ce qui se passe sur les côtés. Et enfin, on va avoir des lidars en bas, 4 donc, et qui vont permettre notamment de déclencher la chaîne de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive, la navette s'arrête. Les navettes autonomes ne sont pas totalement livrées à elles-mêmes. Elles communiquent avec les opérateurs du local de supervision du Mobilab. Ce service gratuit est une première en France. Si c'est dans le département que l'innovation se fait, les entreprises, les recherches, les laboratoires viennent, s'implantent et créent les emplois de demain, et créent l'aménagement du territoire de demain et les facilités de déplacement de demain. Encore en phase d'expérimentation, ce sont les salariés de VDCOM qui en bénéficieront dans un premier temps. L'objectif final étant une couverture plus large du territoire. Nous vous en parlions hier dans ce journal. La 32e édition du Téléthon s'est achevée ce week-end. 2 jours marathon pour la recherche contre les myopathies qui ont été bien suivis, notamment à Magny-les-Hameaux et Montigny-le-Bretonneux où nous étions. Alors quel premier bilan dressé sur le secteur Est des Yvelines? Bonsoir Daniel Bazan. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur sur le secteur Yvelines-Est pour le Téléthon. Alors au niveau national, les promesses de dons ont reculé cette année. Alors on sait, vous n'avez pas forcément de chiffres à nous donner encore sur le Téléthon dans les Yvelines. Est-ce qu'il a été bon
ce Téléthon, Alors, le sur les premiers retours? Il y a eu une très bonne ambiance, très bonne participation sur le département. Bon, c'est vrai que le compteur national a un petit peu baissé, on va dire, mais bon, arrive maintenant le 36-37, Internet, et puis l'ensemble des manifestations, où là, j'ai déjà commencé cet après-midi à faire les remontées. On va en parler juste après. Vous n'aviez pas peur, avec le climat actuel, la mobilisation notamment des Gilets jaunes, que les Yvelinois se déplacent moins sur ces télétons, Non, j'étais assez serein sur ça. Sur notre département, on n'a eu aucune manifestation de supprimer tout ça. Il y a eu peut-être à des endroits peut-être une baisse de participation, mais on s'aperçoit quand même que les dons viennent quand même. Donc, malgré la non-participation sur les manifestations, les Français sont donateurs. On donnait ce chiffre notamment hier dans le journal, 19 500 € environ récoltés à Manille-et-Hameau. On voit que la cause du Téléthon au niveau local, en tout cas, mobilise toujours chaque année. Ça mobilise toujours, et puis toutes ces grosses manifestations, on va dire, se maintiennent. Alors maintenant, si on veut augmenter la collecte, on a juste une chose à faire, c'est augmenter le nombre de manifestations. Et on peut toujours donner, vous le disiez tout à l'heure, il y a le site internet du Téléthon qui s'affiche. Alors on le disait, vous êtes le coordinateur Yvelines Est. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce week-end de mobilisation? Comme d'habitude, de nombreuses animations dans beaucoup de villes des Yvelines. De nombreuses animations, mais moi je retiens surtout, c'est que cette année, suite à la suppression du standard téléphonique de Vélizy, nos amis les Lions ont été réellement des très grands partenaires à nous aider tout au long à faire des nouveaux contrats et puis à aider les manifestations au niveau local, tout ça. Vous parlez des Lions Club, c'est ça? Voilà, je tiens absolument à les remercier, les Lions Club, réellement sur ma coordination. Réellement, je travaille énormément avec eux et réellement c'est une entente. Et cette coordination Yvelines Est, c'est donc tout l'Est des Yvelines, c'est le tout sud les également. Je pars de Saint-Arnoux jusqu'à Mézin-Lafitte, à hauteur à peu près de Saint-Germain. Bon, il y a Ben un petit peu qui est détaché, mais bon, nos amis Ben ont voulu rester dans les Yvelines. Donc voilà. Mais non, il y a eu très bonne village à Bougival, ça s'est très bien passé. L'ensemble, je suis très satisfait. Même les quelques remontées qu'on a aujourd'hui sont très bonnes. On l'a compris, une grosse mobilisation. On a vu, nous on était ce week-end, on voit les images à Montigny-au-Bretonneux, à Manille-et-Hameau également. On l'a compris, une grosse mobilisation. Vous en parliez tout à l'heure, Daniel Bazan, le programme maintenant pour vous, ça va être de compter tous ces dons, de centraliser le tout. Voilà, de centraliser tout ça et puis de faire remonter toute cette belle collecte, on va dire, au niveau de l'AFM. Et donc ça a déjà démarré? On a déjà démarré aujourd'hui. On a pris de l'avance un petit peu parce que ce qu'on souhaite, si des organisateurs écoutent le message, c'est de faire remonter le plus rapidement possible avant les fêtes de Noël, qu'on puisse remonter la plupart des dons. Alors après, il y aura toujours des compléments qui viendront s'associer à ça. On a toujours des retardataires, on va dire. C'est un travail qui est assez long? C'est un travail qui est assez long, oui, qui est assez prenant. Donc tous les après-midi, jusqu'à assez tard le soir, donc je suis pris. Et on ne manquera pas de vous faire remonter ces résultats sur le secteur Yvelines Est du Téléthon. Merci Daniel Bazan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur sur le secteur Yvelines Est du Téléthon. Vous pouvez en coordonner au Téléthon le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour faire ce don. Alors que la COP24 se tient en ce moment en Pologne, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines organise l'Arctic Week jusqu'au 14 décembre. Interventions scientifiques, table ronde, exposition, rencontres ponctuent cet événement dédié à l'Arctique, principale zone du monde, témoin mais aussi victime du réchauffement climatique. Ce mardi, grande journée au programme à la bibliothèque universitaire de Guyancourt. Vous voyez à l'image, des experts venus de Sibérie et du Groenland sont présents auprès des étudiants de l'UVSQ et de Paris-Saclay. Les objectifs de cet événement collectés au micro de Patrick Jacques de Dixmude. De faire un état des lieux et de créer des synergies entre toutes ces forces en relation avec différents types de savoirs pour essayer d'avancer dans des projets innovants, incluant les étudiants, les autochtones
sur ces questions de changement climatique et de tous les changements environnementaux que cela entraîne et de tous ces changements sociaux, culturels, etc. Donc il y a à la fois l'idée de communication, de forcer une communication, de faire naître des nouveaux projets et aussi de communiquer à un large public, de tirer une sonnette d'alarme et de dire voilà, nous sommes des forces différentes, nous avons des savoirs différents, on peut s'associer pour essayer d'aller de l'avant et de mieux étudier ce qui se passe. Et elle m'a rejoint en plateau, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. En ces temps hivernaux, pas toujours facile de profiter de l'extérieur, c'est aussi l'occasion de se rendre dans les salles culturelles de l'agglomération. Alors chaque week-end, de nombreux rendez-vous ne sont à pas manquer à Saint-Quentin en Yvelines. Mélanie Poquet, pour votre coup de cœur de la semaine, vous avez sélectionné 2 sorties. Et oui, alors si vous voulez être époustouflé, des portées acrobatiques et des envolées pyramidales, direction le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La scène nationale accueille la compagnie XY, alors il n'est pas encore minuit, c'est le nom de cette création imaginée. 22 acrobates qui se portent, qui voltigent, des duos, des quatuors qui se défont sans cesse. Il n'est pas encore minuit s'interroge notamment sur le rapport du groupe au vivre ensemble. La compagnie fait 3 représentations sur la scène nationale. Le spectacle est à voir en famille dès l'âge de 8 ans. Au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, on va s'émerveiller. Mélanie, à Elancourt, le public va rigoler. Oui, il est jeune, il est belge, et chaque soir, il fait rire ses auditeurs avec sa compatriote Charline Vanhoenacker et son journal sur France Inter. Alors Alex Vizorek sera sur la scène du Prisme à Elancourt. Ce samedi, pas de brève ce soir-là, mais un décryptage de l'art. Alex Vizorek est une œuvre d'art où vont se côtoyer Bergson, Rostropovitch et Pamela Anderson. Le public va pouvoir découvrir une autre facette de l'humoriste. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Ça, Nadine Morano l'a bien compris. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Donc, vraiment, pendant le spectacle ce soir, on va parfois apprendre des choses et puis, de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Vous voyez, hein? Alors ce sont bien sûr 2 idées de spectacle parmi tant d'autres. Bien d'autres rendez-vous se passent aussi ce week-end. Pour être sûr de ne rien rater, Grégory, rendez-vous sur le site du kiosque. Ou dans l'émission Le 7-8 Culture, votre émission Mélanie à retrouver dans un instant sur TV 78. Juste avant, vous n'êtes pas sans savoir que Noël approche à grands pas. Sous le sapin, l'univers Harry Potter avec ses nombreux produits dérivés devrait être encore bien représenté. Dans les Yvelines, les magasins font face à une grosse demande de la part des fans avec une effervescence depuis la sortie du 2e volet des Animaux Fantastiques. Mickaël Elmidoro. Après 45 minutes de transport, Armen arrive enfin dans son lieu préféré, son Poudlard à lui, une boutique versaillaise spécialisée dans les produits dérivés Harry Potter. Après avoir regardé les 8 films en 3 jours, ce passionné a craqué et s'est décidé à faire chauffer une nouvelle fois la carte bleue. En fait, je pense que l'univers, il nous a tellement inspirés, on s'y sent tellement bien en fait quand on se plonge dedans, qu'on a envie d'avoir des petits trucs qui nous permettent d'y rester, en fait. C'est en s'entourant petit à petit de tous ces trucs-là où on se dit, en fait, moi aussi, je vais en faire partie. Pour répondre à la demande toujours plus croissante, la boutique ouverte en 2017 propose aujourd'hui près de 2500 références, dont de nombreux objets dérivés des Animaux Fantastiques, la nouvelle saga issue de l'univers Harry Potter et qui redynamise la franchise depuis 2 ans. Avec le phénomène des Animaux Fantastiques, il y a une nouvelle vague de fans Harry Potter. On a la nouvelle génération en fait qui connaît pas forcément Harry Potter et qui a peut-être lu un Harry Potter et qui a regardé les Animaux
fantastiques. Il y a une nouvelle vague en fait qui est en train d'arriver. La magie d'Harry Potter et des animaux fantastiques a également touché ce magasin culturel des Clés-sous-Bois. Peluches, baguettes, DVD et surtout une quarantaine de livres sont mis en avant dans les allées. Actuellement, on peut retrouver les animaux fantastiques sous forme de livres. Pour les passionnés, les règles du Quidditch. Pour les plus jeunes, un pop-up de Poudlard. Ainsi, Poudlard n'aura plus de secrets pour nos petits lecteurs. Chaque semaine, plus d'une centaine de livres sur le célèbre sorcier sont vendus ici, dans cette enseigne. Des chiffres qui devraient augmenter à l'approche de Noël. Je suis venu pour prendre les tomes 4, 5, 6, 7 en poche pour ma petite fille qui veut ça pour Noël. Parce qu'elle vient de tomber dedans, dans la lecture de ces livres-là, et donc elle adore ça. Et comme en plus elle aime lire. Plus de 20 ans après la sortie du premier livre, Harry Potter ne semble pas avoir pris une ride auprès des fans et reste l'une des franchises les plus puissantes au monde. L'univers aurait engrangé à ce jour près de 26 milliards de dollars de recettes depuis son lancement. La fin du 7-8 journal, cette édition est bien sûr à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.